TFR. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à cet épisode 65. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Sakhir qui était disputé encore une fois au Bahreïn. Donc c'était l'épisode 2 du programme double. On va parler aussi de Mick Schumacher qui a été sacré champion de Formule 2 et de Yuki Tsunoda aussi parce que il a fini 3e et ça veut dire que il va passer. Il a les points de la super licence pour passer en Formule 1. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Mais avant de parler du Grand Prix de Sakhir, il y a eu un événement qui s'est passé, on va dire, ce matin. Alors, c'est mon éditorial du jour. Ce ne sera pas bien long parce que je vais aller chercher un tweet que j'avais écrit ce matin. Et c'est à propos de Nikita Mazepin. Quand tu n'as pas une bonne réputation avant de venir en Formule 1, la meilleure des choses aurait été de te tenir tranquille. Malheureusement, il y en a un qui ne semble pas avoir compris, encore. Parce que il y a une vidéo qui a fait surface sur Internet où on voit, où Nikita Mazepin, sur une story Instagram, se filme en train de jouer, entre guillemets, avec... une amie, si on peut dire. Disons, il lui touche les seins, puis cette dernière lui fait un doigt d'honneur. Évidemment, il a supprimé la vidéo et, au vu de tout cela, a condamné la vidéo, les actions du pilote russe qui a été très récemment signé par l'écurie. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose de symptomatique. C'est pas comment je dirais, un acte déplacé. C'en était un, mais c'est pas la première fois. C'est ça que je veux dire, c'est pas la première fois que Mazepin se fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Autant en piste, justement, lors du Grand Prix de Sakhir, où il a été pénalisé 2 fois sur 3 pour des gestes défensifs un peu trop agressifs, même au-delà de la limite. Aussi pour avoir souhaité un bon anniversaire au coronavirus sur Instagram en 2016 où il a donné un coup de poing à Callum Ilott après une dispute verbale et d'autres allégations de type sexuel qui ont fait surface sur Twitter. Alors évidemment, quand on est une personnalité publique ou tout simplement, c'est ça. Quand on est une personnalité publique, la meilleure des choses, c'est de te tenir tranquille parce que il y a des jeunes qui veulent t'imiter et ils veulent prendre le meilleur de toi. Ils ne veulent pas le voir le pire. Et même pour un employeur, quand tu fais ces genres d'actes, tu es associé avec l'emploi. Alors, faites attention à ce que vous faites. Voilà, c'est mon éditorial. Bon, maintenant, oublions Mazepin, parlons du Grand Prix de Sakhir avec Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Oh, Oui. Salut Ana Maria, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Et Marc-André Fortin est là. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Alors, j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions de ce Grand Prix de Sakhir complètement fou. Oui. Oui.
Ouais. Pas eu le choix. Pas eu le choix, ouais, parce qu'on enregistrait le mercredi soir. Donc, on a eu le temps de décanter, puis de penser, en fait, à tout ce qui s'est passé. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander vos évaluations post-Grand Prix. Alors, on va commencer avec Marc-André. Performance du jour. La performance du jour irait à Sergio Perez pour les raisons suivantes. Je pense qu'il a montré à quel point il savait revenir de l'arrière. Je pense que la course, c'est un peu lui a un peu donné, pas la victoire, mais c'est un peu ouvert pour lui. Mais malgré tout, avec le contact avec Verstappen et Leclerc, il s'est quand même retrouvé en dernière position. Il a remonté la pente pour finalement remporter sa première victoire, chose qu'on ne s'attendait peut-être pas que ça arrive cette saison. Donc, je pense qu'il faut être heureux pour lui. Il faut juste en profiter. Puis, il a vraiment fait pratiquement sa course de l'année. Là. Il y avait un certain diagramme qui a été créé par la Formule 1 qui a été partagé, je pense, dimanche, qui montrait toutes les positions qu'il avait fait durant la course et c'était assez impressionnant de voir que Perez avait finalement remporté cette course malgré tout ce qui s'est passé en piste. Oui, exactement. Puis, vraiment, Perez est un pilote très impressionnant. Puis, on ne le répétera jamais assez. C'est un crime qu'il n'a pas de volant en 2021. Enfin bon, si les rumeurs voulant qu'il ait déjà signé pour Red Bull soient vraies, mais on va attendre la confirmation habituelle autant de la part du pilote que de l'écurie. Contre-performance du jour. Je mettrais une dernière petite performance du jour. Ah oui. J'irai avec Russell. Je pense que malgré tout ce qui lui est passé durant la course avec l'arrêt au puits qui a été complètement raté, bon, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait vraiment dû rentrer ou pas? Manque d'expérience un peu, mais outre que ça a été une course exceptionnelle pour Russell. Il a enfin montré à quel point il pouvait être un excellent pilote. Bon, certains diront qu'il était dans la Mercedes, mais tout de même, je pense qu'il a prouvé que ce qu'il faisait avec sa Williams, c'était bien réel et que les résultats étaient probants. Donc, j'ai été heureux de voir que Russell a pu connaître une de ses bonnes courses cette saison et à voir ce qui va y arriver dans le futur. Définitivement, heureusement, il marque ses premiers points, mais on s'entend que la victoire était, on pourrait dire, dans la poche pour Russell, n'eût été de ce bottle job de la part de Mercedes. J'aime ce mot bottle job. Sinon, c'était quoi ta contre-performance du jour? Tu m'as envoyé la POC, c'est justement cette petite erreur de Mercedes qui arrive assez rarement, on va se le dire. C'est rare qu'on va voir que Mercedes va faire une telle erreur, puis ça devait arriver au moment où Hamilton n'était pas là, à un moment où c'était un jeune pilote qui connaissait sa première course avec Mercedes. Donc, c'est un peu dommage que tout ça survienne, mais je pense qu'ils ont des choses à apprendre. Tu vois que une écurie comme Mercedes doit être parfait dans un week-end pour se retrouver à la première position. Parce que si vraiment Hamilton avait été dans la voiture, le résultat aurait probablement été le même. Avec tout ce qui s'est passé durant la course, les circonstances, avec le drapeau jaune, la voiture de sécurité juste avant cette erreur, tout ça fait en sorte de mettre Mercedes dans le pétrin. Et tu vois que lorsque tu fais une erreur en Formule 1, ça peut coûter très cher. Et on l'a vu avec Bottas et Russell. Oui, surtout sur un circuit aussi court que celui-là. Donc, ça, c'est encore pire parce que tu perds non seulement du temps et qui sait, même si tu fais la remontée, ça passe. Un circuit comme celui-là avec 87 tours, ça passe vraiment vite. Et au moins, je sais pas si vous avez vu le fameux meme où on voit James Franco dire First Time. Je sais pas si vous le connaissez, là. Le First Time. Ben, remplacer James Franco par Ferrari, puis ça donne ça. Et
C'est vrai que c'est très drôle. Ah, le pire, c'est qu'ils l'ont fait encore en fin de semaine, alors... C'est incroyable. facile. C'était trop facile. Et le moment cocasse? J'ai pas relevé de moments cocasses, mais après la course, bien sûr, les mimes ont commencé à partir un peu partout sur les réseaux sociaux. Et un qui m'a fait bien rire, c'est celui où on voit un mécanicien de Mercedes être remplacé par le visage d'Hamilton, comme si Ah oui. c'était Hamilton qui était à la faute. Donc, et qui avait causé tout ce drama. Donc, ça, j'ai bien ri, c'était sympathique parce qu'au cours du week-end, j'ai pas relevé rien de très cocasse à part ça, je dirais. Ça a été un week-end assez tranquille, là. Ouais, moi je te dirais le moment les moments cocasses sont venus en fait après le Grand Prix parce que Mercedes Ouais. s'est vraiment amusé à se moquer d'eux après, après leur bourde. Ils se sont même moqués en fait du fait que Russell et Bottas avaient changé leur bio sur Instagram. Ils se sont amusés là-dedans. Puis c'était du Mercedes tout craché. Comme seuls eux peuvent le faire sur les réseaux sociaux. Exact. Champion Un en, grand talent. champion en piste, puis champion sur les internets. Oh que oui. Et toi, Anna Maria, ta performance contre performance et moment cocasse de ce Grand Prix de Sakir. Euh, pour moi, la performance de Jules, pour moi, c'était George Russell parce que lui, il était dans une voiture qui était comme parfait à sa taille, il était tout fermé dans dans les copies de Hamilton, il était comme petit pour lui, il y a eu de la difficulté, Ouais. mais il a fait quand même une bonne performance sur la voiture, il a fait de son mieux, même s'il avait des souliers plus petits, même s'il était presque, il rentrait pas dans la voiture, il a fait quand même un bon travail. Pour, d'habitude, on dit c'est la première fois dans l'auto, il faut s'habituer. On dit à chaque fois avec les pilotes qui changent d'équipe qu'il faut donner la chance, mais quand même, on peut dire que c'est une très bonne voiture, mais quand même, lui, il était capable de faire une très bonne performance. C'est que pour moi, euh, si il n'y avait pas la gaffe dans les stops de Mercedes, peut-être lui, il aurait été capable de réussir à gagner la course. Ouais. Peut-être, mais on ne sait pas. Mais quand même, c'était pas sa faute. Non, y a rien qui. Y a rien à quoi on peut le blâmer, on peut lui mettre la faute parce que il a été carrément sans faute. Puis, mon Dieu, le dépassement sur Bottas à la relance sur la voiture de sécurité, c'était un bijou en fait. Alors, vraiment, il a été parfait malgré les circonstances. Alors, il faut pas lui, on lui jette. Il faut pas lui trouver en fait des blâmes là-dessus parce que il est arrivé là en renfort, je dirais pas de dernière minute pour Lewis Hamilton, mais dans les circonstances où il doit s'adapter à la voiture, c'est la première fois qu'il conduit une Mercedes lors d'un Grand Prix, pas pendant des essais privés. Alors, ce que Russell a fait, c'était exceptionnel. Oui, c'est pour ça, c'est oui, Pérez, il a gagné la course quand même, mais c'est à cause aussi de l'erreur de Mercedes, de McLaren, de Mercedes, que a tout gaffé dans les stops. Quand tout y allait bien, il y a tout, comme tout était dans un stop, tout était mis à l'épreuve et tout a mal tourné. Ouais. Et si je peux vous dire, Perez n'eût été. Ben, si l'erreur de Mercedes avait encore lieu, perso- oups, personnellement, personnellement, je ne pense pas que Perez serait le vainqueur de ce Grand Prix. Ce serait Carlos Sainz et je vous expliquerai pourquoi après. Parce que moi, je pense que chez McLaren, il y avait une opportunité
peut-être en ordre d'aller chercher un podium, mais je vous expliquerai pourquoi après. Sinon, c'est quoi ta contre-performance du jour? Ma contre-performance des jours, c'est Bottas. Oh, ouais. Bottas, oui, il a fait la pole position, mais pendant la course, Russell, qui avait moins de temps sur la voiture, il a quand même montré beaucoup plus de performance tant que Bottas, il y avait de la difficulté. Oui, et lui, il vient dans un mal moment, tout va mal pour lui les dernières courses, mais quand même, c'était comme moins difficile. Il n'y avait pas Hamilton, il n'y avait pas le stress, mais lui, il y a eu beaucoup de la difficulté. Oui, il y a eu une erreur sur les stocks et c'est pas la faute des pilotes, mais je pense que il y avait l'opportunité de se montrer, de faire mieux Mhm. et il n'a pas fait. C'est- C'est ça, pour moi, ça donne que c'était la contre-performance des jeux. je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que Bottas aurait pu faire mieux durant ce Grand Prix, même s'il a été touché lui aussi par cette bourde de Mercedes. Moi, je pense aussi, et en plus, il est parti large à la relance, ce qui a permis justement, quand je parlais du dépassement à Russell, ben, c'est ce moment où il est un peu déporté vers l'extérieur du virage 4 pour justement permettre à son coéquipier temporaire de le dépasser. Euh, et est-ce que tu as un moment cocasse que tu as remarqué durant le Grand Prix? Ou bien même après? Mais c'était pas drôle porque que ça, mais pour moi, il était comme, oui, le moment coca, c'est stop raté, qu'il était comme, il n'y a rien qui marchait, il y avait des roues partout, ils se mélangeaient les mécaniciens, quand même, il était comme, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment les mêmes équipes. Ouais. C'est comme toujours, c'était comme tout parfait, tout va bien. Et dans un moment donné, il y a même Toto Wolff qui était là comme envie de faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu cette image. Oh, Toto qui était genre, non, Oui, il était comme, do something, faites quelque chose. Ou l'équivalent en allemand, là. Oh non, c'était. Comme on dit, ça arrive aussi au meilleur. Alors, comme on dit, Mercedes va. c'est pas des fois les moments cocasses. Ouais, c'est ça, c'était un moment cocasse. En plus, comme dit Marc-André, en plus, après, dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a mis de la musique, une petite musique. Oh my God. Oui. Oh mon Dieu, Un oui. peu de clown, si je me trompe pas, Oui, ou de cirque. C'est quelque chose similaire à Benny Hill. oui, quelque chose comme Ouais, à ça. peu près, ouais. Oh Ouais. wow. C'est pas bon, attends. Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu passer genre une seconde là, puis non, non, mais c'était vraiment drôle en fait que Mercedes se moque d'eux-mêmes. Au moins, ils prennent ça à la légère, même s'ils ont gagné le championnat bien avant cela. Alors, vraiment, c'était du Mercedes tout craché en fait. Au moins, on pourra dire, ça arrive au meilleur. Donc, Ouais, et en plus, si on met la tête comme mélanger la tête Binotto avec Toto Wolff. oh my god. Oh my god. Oh. Ah, ça, On c'est. a mis comme des lunettes plus grandes à Toto Wolff, qu'est-ce qui ça ressemblait après les Ah, grands. wow. Ça dépasse l'imaginaire des. Ah, non, pas parce que Binotto est mauvais, mais c'est juste drôle que tu. Mais oui, mais c'est parce que tu as le Oh. droit. Tu as le droit. Ouais, non, non, c'est vraiment. Non, mais c'est juste. À chaque fois que je vois des erreurs, on se rattache tout de suite à Ferrari. À quel point leur bourde
se répète année après année, puis c'est pour ça qu'après ils deviennent parfois la risée sur Internet. Alors, autant je les plains parce que c'est une écurie historique, autant, comme on dit, ils récoltent ce qu'ils sèment. Alors, le fait qu'on remplace la tête de Toto Wolff par Mattia Binotto, ben, c'est symptomatique aussi des bourdes que Ferrari font. Et justement, parlant de bourde de Ferrari, ben, on va parler de la remontada, ou bien je devrais dire la remontée de Sergio Pérez, causée justement par une bourde de Charles Leclerc. Au premier tour, il a complété cela il retournait en piste 18e après avoir été accroché par la Ferrari de Leclerc. Il nous sort une course d'anthologie, comme Marc-André l'a dit. Je pense sur les réseaux sociaux de la Formule 1, vous pouvez voir la progression de la course du Mexicain, qui, après 190 Grands Prix, met la main sur sa première victoire. Personnellement, ben là, c'est sûr que c'est sa plus belle performance à vie, et ça rejoint Malaisie 2012, Turquie 2020, même Italie 2012 aussi. Comme je l'ai dit, c'est un crime qui n'est pas encore de volant confirmé en 2021. Est-ce que, pour vous, si excluant le fait que toutes les rumeurs, est-ce que vous pensez qu'un genre de telle performance va faire changer d'avis à une écurie, par exemple? Si c'était le cas. Si on disait, ben là, il n'y a rien de confirmé, ben là, une telle performance de Sergio Pérez permettrait d'écarquiller les yeux et dire, ben, finalement, on va rompre un contrat quelconque. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ce qu'on a vu de Pérez en fin de semaine, c'est ce qu'on a toujours vu de Pérez. En voulant dire que en ce moment, il a profité de la chance un peu comme plusieurs autres pilotes, d'obtenir leur première victoire en raison de bourdes ou de petites erreurs des écuries qui sont devant eux. Mais est-ce que j'irais jusqu'à dire que ça va changer l'idée d'une écurie? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut faire réfléchir Red Bull? Peut-être, mais encore là, je pense que je garde toujours la petite idée en voulant dire à quel point ce serait pas une bonne idée que Perez et Verstappen fassent équipe. Mais encore là, ça se peut que ça fasse juste du bien à Verstappen et que tout se passe bien. Mais je pense que la dernière chance encore pour Perez est de faire équipe avec Red Bull, à moins, là, avec tous les problèmes de Mazepin et compagnie. Est-ce que ça devient intéressant d'offrir un poste à Perez? Est-ce que Perez serait intéressé par obtenir un baquet aussi problématique, si je pourrais dire? Alors, ça va être intéressant de voir, mais je pense pas qu'une telle performance fasse tant changer l'opinion des écuries parce que j'ai pas vu un Perez différent. J'ai vu un Perez aussi bon, aussi capable d'aller chercher les bonnes performances. Et puis, c'était de la chance, c'était la course, lui, a été un peu offert par les circonstances. Il est allé chercher la victoire, mais les circonstances ont fait en sorte qu'il a pu réussir à gagner cette victoire. Ouais. Anna Maria? Oui, comme le dit Marc-André, Pérez, il n'a pas fait comme différent à ce qu'on a vu dans les dernières années de lui. Il faut se mettre dans la tête que les équipes y ont d'autres choses à évaluer, pas juste la performance del pilote, parce que si ça serait toujours la performance del pilote, ça changerait pas comme ça les volants. Il y a d'autres choses commerciales, des sponsors qui jouent plus qu'est-ce qui fait les pilotes pendant la course dans un moment donné. Et Pérez, je pense que qu'est-ce
qu'est-ce qu'il a décidé Red Bull? Si est choisi, n'est pas choisi, c'est quelque chose qui est déjà décidé. C'est juste qui n'est pas annoncé, mais si Pérez y va aller dans Red Bull ou pas y aller en Red Bull, je pense que c'est quelque chose qui est décidé depuis longtemps. C'est juste que ils vont garder la nouvelle pour la dernière minute, mais je ne pense pas que les dernières courses ils vont changer quelque chose de toute façon. Mais oui, Pérez a fait une belle performance, il y avait une belle remontée, mais comme on dit, finalement, qu'est-ce qui a fait Leclerc lui, il a profité de ça. Parce que si on voit bien la course, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait une arrêt tout de suite parce qu'il fallait qu'il change, je pense qu'il a changé l'aileron, mais il a profité aussi pour se défaire tout de suite de ces pneus rouges. Oui, les pneus tendres. Oui, c'est ça. J'ai dit, ça dépend comment on voit les choses, mais lui, il y avait les Sistika en plus, il a fait son arrêt, oui, il revient derrière, mais il y a les Sistika, disons qu'il n'y a personne qui s'échappe, parce que tout le monde, il faut que ce soit tout le monde un derrière l'autre. Et en plus, ils profitent, ils changent ses pneus, ils mettent les médiums. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut tenir plus longtemps avec ça parce que lui, il va très bien avec. Et il n'y a pas besoin de tenir les coups à l'avance parce qu'on peut dire oui, et il était derrière, il a bien remonté, mais oui, mais c'était la Williams, c'était As, c'était des voitures qui étaient beaucoup moins rapides que lui aussi. Ouais, aussi. Oui, on peut le donner qu'il n'y a pas fait d'accrochage, il n'y a pas fait aucun gaffe, mais jusqu'à que lui arrive à Vettel, c'était des dépassements ou des arrêts qui ont fait qu'il remonte plus vite, mais tu vois, dès que lui arrive devant de Vettel, c'est plus difficile. C'est là que ça se joue parce que c'est là qu'il a fait les gros dépassements à Albon. Ouais. Que ça, là, il se bat avec des voitures qui sont rapides comme lui. Et après ça, après qu'il fait le dépassement à Albon, c'est juste se tenir tranquille parce que tout le monde il a commencé à faire ses arrêts. Et ça arrive que lui, il répond plus vite parce que oui, quand tout le monde arrête et toi, tu vas pas arrêter parce que tout le monde y avait les pneus qui avaient l'équipe, on fait la qualification. Et il arrête pas trop vite parce que lui, il a changé de jazz, il tient plus longtemps. Ouais. Et c'est ça. Et après ça, ben, quand il fait l'arrêt, ça revient comme juste collé avec Stroll. Ouais, et puis aussi, le truc, c'est que Perez est un pilote qui est très bon dans la gestion des pneus. Je pense l'expérience aussi, l'expérience évidemment a fait en sorte qu'il a été capable de capitaliser sur les moments de faiblesse des autres pilotes. Par exemple, quand Stroll a bloqué les roues au virage 4 et il a profité de l'occasion pour le dépasser. Évidemment, je pense qu'il était sur des pneus un peu plus vieux. Il a quand même réussi à dépasser Esteban Ocon. Alors, et si je me souviens bien, je pense qu'il avait fait deux arrêts, si je me souviens. Et Pérez, oui, parce qu'il a fait, en fait, il fait l'arrêt prématuré qu'il fait avec l'accrochage avec l'éclair, mais c'est ça qui lui donne la chance de se faire tout de suite de ces pneus qui étaient poussés avec la qualification. Et après, quand il fait la vraie arrêt, il met les deux. C'est là qu'après il fait le dépassement Stroll à Ocon. Et aussi parce que, regarde, Sainz, Ocon et Stroll, ils étaient à peu près dans la même stratégie. Fait qu'ils sont
arrêté à peu près en même temps. Et si tu vois, à la fin de la course, mais Stroll, il ne pouvait pas dépasser à Ocon, mais Sainz, il ne pouvait pas non plus dépasser Stroll. Il était comme tous les trois, ils étaient comme avec les mêmes stratégies. C'est qu'à la fin de la course, aucun des trois, il y avait comme était capable d'aller chercher l'autre pour le dépasser, parce que c'est ça ce qui s'est passé à la fin, que oui, on disait, c'est la chance de Stroll, mais Sainz, il pouvait voler le podium, mais lui, il n'y avait pas non plus c'était la gestion des pneus. Les trois ils étaient à peu près à la même étape. Ouais. Mais il ne faut pas oublier non plus, oui, Pérez, maintenant, c'est un bon pilote, il a de bons résultats, mais il ne faut pas oublier que c'est un pilote avec une grosse expérience, c'est 10 ans. Oui, c'est ça. C'est pas 10 rien. ans. On s'attend moins. On s'attend, oui, on s'attend que sa performance il soit bonne, parce que si un pilote il reste là pour 10 années, il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'est pas, c'est pas un pilote qui fait des victoires, qui a gagné avant, qui fait des. Fait que je dis, à cette étape-ci, oui, maintenant, on dit c'est un bon pilote et il faut qu'il trouve un volant et tout ça. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est 10 ans qu'il roule dans les Formule 1. Ouais. Maintenant, il donne des résultats. Avant aussi, avec la Force India. Mais il y a aussi des nouvelles têtes qui arrivent. Il faut qu'il y ait l'opportunité de changer. Ouais, exactement. Et justement, nouvelle face, ça va être l'année prochaine avec Aston Martin, avec Sébastien Vettel, qui va amener... Je le connais pas. Des nouvelles faces. Très bien. Mais on va parler de Lance Stroll, parce que Racing Point obtient un double podium pour la première fois de leur histoire sous ce nom, mais c'est la première fois depuis le Grand Prix de Belgique 98 que l'entité en tant que telle, celle qui est sous le nom de Jordan, a obtenu un double podium. C'était le doublé au Grand Prix de Belgique 98. Qu'avez-vous pensé de la performance de Stroll en fin de semaine? Encore un sans faute, je dirais. Tu sais, quand on parle de. Presque. Tu sais, en voulant dire que c'est un Stroll qui a été encore solide dans sa gestion de sa course, qui a été encore. Qui a réussi à rester en piste, qui constamment repousse ses limites. Et en ce moment, oui, il a profité, en même temps, des circonstances malheureuses de Mercedes et tout ça pour se glisser dans le podium. Mais je pense que ça va lui faire du bien aussi d'obtenir ce podium après quelques courses qui avaient été assez dures pour le moral, des abandons, des erreurs qui ne pouvaient pas contrôler, dont celle du Grand Prix dernier, lorsque Kvyat est venu le rentrer dedans à pleine vitesse. Mais je dirais que c'est plus pour son moral que je suis heureux de cette performance, je pense, parce que de se retrouver sur le podium, c'est toujours un petit vélo pour l'esprit. Et en plus, ça donne des gros points à Racing Point pour ce qui va s'en venir, et ça va être la fin d'une étape avec le Grand Prix d'Abu Dhabi qui va être, ma foi, très intéressant à suivre, parce que tout est à jouer encore dans le classement des constructeurs pour la 3e position. Tout peut... C'est une petite erreur lors du prochain Grand Prix, une abandon lors du prochain Grand Prix, ça va vraiment être déterminant. Donc, d'obtenir une telle performance, autant de Perez et Stroll pour Racing Point dans ce Grand Prix, c'était pratiquement un cadeau du ciel. Donc, je suis heureux quand même de la performance de Stroll, même malgré qu'il ait fait quelques petites erreurs. Oui, il ne faut pas oublier, parce qu'on a beaucoup disent que, moi je pense pas qu'il aurait pu gagner ce Grand Prix. Mais oui, il aurait pu gagner ce Grand Prix, c'est sûr. Bon, moi, je suis pas sûr, parce que dans les circonstances, Perez était déjà plus rapide que lui. Ocon sur l'undercut a été juste excellent. Oui, Stroll a fait
une Mais petite erreur, mais Ocon, son tour, la décision d'aller avec l'undercut était juste excellente. Parfait. Donc on peut pas reprocher grand-chose à Renault et à Ocon d'avoir profité de cette occasion. Par contre, il a fait, je regarde justement, il a fait 42 tours avec les pneus tendres. 42 tours. C'est quand même impressionnant. C'est avec ses pneus, avec lesquels il s'est qualifié. Alors, le fait qu'il soit resté en plus longtemps, ça lui a profité pour justement aller passer de 10e à, je pense, 5, 6e à peu près. 5, je pense. 5. Puis ensuite, quand il y a eu l'arrêt de Sainz et Ricciardo, puis la bourde de Mercedes, il s'est retrouvé en position de podium et il a été capable aussi de résister aux attaques de Carlos Sainz, qui était assez bien plus rapide en plus. Alors, McLaren était en feu lors de ses tours, disons. Exactement. Alors, je pense que cette fois-ci, on pourrait dire Stroll a amplement mérité ce podium, beaucoup plus que Monza, ça c'est clair. Parce que, oui, beaucoup vont dire « Ah, ces podiums sont chanceux », mais je pense que celui-là, il vient de prouver que... Il a gagné. Il l'a mérité, malgré les circonstances. Il a gagné, mais j'ai une petite encore, l'équipe, il faut que Racing Point y haya une meilleure performance dans les murs, comme dans les murets, comme on dit, dans les stratégies, parce que des fois, des petites erreurs de stratégie, il fait une grosse différence, comme les Grand Prix antérieur ou pendant la qualification, on l'a mis pas les bons types de pneus à Stroll, mais cette fois-ci, oui, il a réussi à faire une qualification et tout, mais après, il a fait durer les pneus longtemps, mais l'équipe il était comme pas réveillée à la hora de prendre la décision d'arrêter, parce qu'il ne fallait pas qu'il laisse Ocon arrêter en avant, arrêter en premier, parce que ça, c'est ça, le circuit était très très court et que c'était trop facile à faire l'undercut. Et en plus, lui, il ne pouvait pas performer plus. Je dis que c'est pour ça que je te dis, peut-être il a pu gagner, parce que c'est ça que le tuait après, parce qu'il arrive, il sort de l'stop, il se retrouve juste avec Ocon devant lui, et c'est là que dans son voiture, il fait une grosse différence entre aller en avant avec personne et était derrière en train de se battre pour la place. Ouais. Et c'est donc que je dis, peut-être oui, il a pu gagner si il se retrouve devant Ocon, parce que ça aurait été un peu plus difficile pour Pérez se battre avec Ocon s'il le retrouve tout seul. Ouais. Et justement, parlant de Esteban Ocon, c'est son premier podium en Formule 1, mais malheureusement, avec Perez et le cas Russell, c'est passé inaperçu malheureusement. C'est le 13e podium, c'est le 13e pilote, différent à obtenir un podium. Finalement, les deux Renault ont vu leur... les deux Renault, celle de Ricciardo et de Ocon, sont allés sur le podium cette année. Malheureusement, il tire de l'arrière au championnat des constructeurs, mais force est d'admettre que Ocon a connu une très belle course. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de son undercut réussi, mais il a évité tous les problèmes mécaniques qu'il a pu avoir au cours de la saison, et il a été solide, il a très bien performé, il est resté cool, même s'il n'avait pas de chance contre Perez. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du Français à Sakir? Je pense qu'il était poussé parce que Alonso était là en train de le regarder. Il s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose parce que lui,
y me tiene a l'ojo y sí. Et devant Fernando Alonso en plus. Mais oui, mais ça, comme on dit, superer sa Red Bull, ça encourage les pilotes des fois. Oui. Ah. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il a voulu impressionner Fernando pour dire, écoute. Hey, il a dit, c'est un petit avertissement, regarde, je suis là, je serai pas tout Exactement. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de la performance du Français? Écoutez, vous savez que j'ai toujours été très, je dirais, très dur avec Ocon parce que j'ai jamais cru que c'était un futur champion du monde, mais un futur champion du monde. Mais force est d'admettre qu'il a eu une très bonne performance lors du Grand Prix de Sakir. C'est très peu d'erreurs durant sa course, une belle gestion de pneus aussi, et il a profité finalement d'une belle stratégie de Renault qui force d'admettre aussi que c'est rare que Renault réussisse de tels bijoux, des undercuts et tout. Renault nous habitue pas à ça. Donc, de voir qu'il puisse réussir à le faire à ce moment-là, dans un mois aussi important comme je l'ai mentionné, c'était peut-être avec celui qui s'en vient à Abu Dhabi, l'un des plus importants Grands Prix de l'année, parce que c'était un peu un Grand Prix où on allait pouvoir séparer les trois équipes qui se battent pour la troisième position, et Renault ont réussi à garder un certain contrôle sur la situation lors du prochain Grand Prix à Abu Dhabi en raison des 20 points obtenus par Ocon. Donc, non, écoute, je suis content pour lui. Je pense que ça a été un moment touchant aussi lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait gagné. Son ingénieur lui avait indiqué sa deuxième position. Donc, non, je pense que c'est satisfaisant de voir un jeune pilote comme ça qui réussit à obtenir une belle performance dans un Grand Prix comme cela. Oui, et il ne faut pas oublier aussi que, tout comme Stroll et Latifi, mais Latifi a abandonné, donc ça compte pas, que Esteban Ocon... que Esteban Ocon a fait un seul arrêt. Lui, il était parti avec la gomme médium. On peut quand même lui donner là-dessus. Il a fait un seul arrêt. Mais il a abandonné, alors... Non, mais lui, ben oui, abandonné. Mais c'était bien drôle parce que Latifi se retrouvait 12e quand même. Ouais. Quand ça commençait la course, ma fille a dit, mais oui, quand même, c'est la première fois que Latifi, il y a quelqu'un derrière. Ouais, il faut pas... Moi, j'étais crampée parce que ça va être difficile pour Latifi. Mais non, mais c'est quoi? C'était la première fois. Mais oui, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un derrière lui. Mais on rit, mais il faut quand même donner lui donner le crédit. Il a fait une bonne course quand même, malgré son abandon et son seul arrêt au puits. Donc, non, vraiment, Mais ils sont coéquipiers, mais c'est bien parce que c'est à cause de lui. Ouais, ils ont pris tous la décision de s'arrêter. Justement, c'est la faute à lui, hein. À Jack Aitken. Oui, c'est ça, c'est Jack Aitken qui a, avec une sortie de piste au dernier virage, qui a amené d'abord la voiture de sécurité virtuelle. Et c'est là où, justement, j'allais en venir. Quand j'avais dit, si la bourde de Mercedes avait eu lieu encore, moi, personnellement, je pense que le vainqueur ne serait pas Sergio Perez, ce serait Carlos Sainz parce que lui et Daniel Ricciardo se sont arrêtés dès le début de la voiture de sécurité virtuelle. Oui, c'était un deuxième arrêt. Probablement, ils ont pas prévu la voiture de sécurité, donc ils ont décidé, on prend pas de chance, mais au final, les deux ont été perdants parce que Sainz a fini 4e, mais je pense que dans les circonstances, il aurait peut-être pu se battre et résister à George Russell
ou avec Sergio Perez. Et Daniel Ricciardo, je pense que il aurait pu terminer troisième à la limite. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça en quelques mots. Non. Non. Donc, Non, mais parce que je ne sais pas comme toi tu fais les calculs, mais si Mercedes il fait pas comme tu dis, il rate pas les stops, je vois pas comment ça il va se retrouver à la victoire. non, mais je veux dire... Il était même pas capable de aller se battre avec Stroll pour la troisième place, mais c'est ça. C'est ça que je vois pas, parce que lui n'a pas arrêté. C'est les trois qui n'ont pas arrêté, c'est Mercedes qui a arrêté, il y avait des problèmes de pneus, mais quand même, quand Russell y a arrêté, il n'est pas sorti trop loin, même si ils ont perdu beaucoup de temps quand même avec Russell ensayant la première fois. Mais c'est ça, je pense que si Mercedes ne rate pas les stops, ça serait une victoire de Mercedes en deux et après la troisième place, il était entre Ocon, Stroll ou Perez, c'est ça. Bah, peut-être même à la limite Sainz sur le podium, mais ce que je voulais dire, c'est que... Peut-être, mais pas la victoire, pas la victoire avec les Mercedes en avant, parce que sinon... Parce que c'est ça. Il aurait été dans les podiums. C'est ça, parce que moi, c'est ça que j'avais remarqué. C'est ça que j'avais remarqué, c'est parce que, bon, même si l'arrêt au plus avait eu lieu, la bourde, parce que Sainz et Ricciardo, je sais pas si c'était des arrêts prévus, en fait, mais si c'était le cas, je peux comprendre. Si ce n'était pas le cas et qu'ils ont réagi à cause de la voiture de sécurité virtuelle, et ensuite, la voiture de sécurité, je pense qu'ils ont perdu gros là-dessus. Là. Donc, je sais pas si Marc-André, toi, tu es d'accord? Non, je pense qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas le choix d'arrêter. Ou il n'y avait pas le choix. Le seul qui était plus sur l'arrêt, c'était Stroll parce qu'il a fait un long relève aussi Ocon, mais les autres, il n'y avait comme pas le choix. Même Pérez, à un moment donné, je pensais qu'il serait pour s'arrêter. Ouais. Toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que Sainz ou Ricciardo auraient été des candidats à la victoire, même avec la bourde de Mercedes? Incluant la bourde de Mercedes? Incluant la bourde de Mercedes, je pense que oui, parce que surtout pour Ricciardo, j'ai l'impression que Ricciardo avait une belle lancée. Il connaissait une belle course. Puis encore là, on parlait de la belle stratégie au puits avec Ocon, mais à l'opposé, pour Ricciardo, ça a été une bourde complète. Alors que Ricciardo s'est retrouvé derrière Kvyat qui avait aucune vitesse, malgré que justement, on avait remarqué pendant les essais libres que les Toro Rosso avaient une belle vitesse et semblaient être à l'aise avec le circuit et finalement en course, c'était lamentable pour les Toro Rosso. Alors de se retrouver derrière Kvyat pour Ricciardo, ça a vraiment été très pénible pour lui parce qu'il lui a fait perdre de nombreuses secondes qui sont assez importantes, disons, là, dans ce circuit à Sakir. Alors j'ai l'impression que cette petite erreur de Renault a peut-être coûté la victoire potentiel de Ricciardo à la fin. Et si jamais Mercedes n'avait pas eu la petite faute, probablement qu'un podium aurait été possible. Mais au final, je pense que Racing Point, ça fait très mal à Renault que Racing Point ait eu la P1 et P3, la position 1 et 3, alors que c'est peut-être Renault qui aurait potentiellement pu avoir cette position-là sans cette petite erreur au puits. Mais encore là, c'est des calculs des fois qui sont mal faits. Ça se fait vite. C'est des décisions qui doivent se prendre assez rapidement. Donc, on peut laisser quand même la poussière en dessous du tapis. Là. C'est ça. Donc, oui, parce que, regarde, ce que je vois, c'est que Sainz, Ricardo, ils se sont arrêtés pour son 12e arrêt à 55 tours. Les 55 tours, fait que je ne vois pas comment ils... Les seuls qui étaient sur un seul arrêt, c'était Ocon, Pérez et Stroll qui a fait un gros relais de ceux qui étaient en avant. Mais Sainz était dans la même stratégie de Ricciardo parce qu'ils se sont arrêtés trop
à la première relève, fait qu'il n'y avait pas le choix de s'arrêter 2 fois, il n'y avait pas le choix de faire 2 arrêts. Il y avait les 12 arrêts, il n'était jamais arrivé à l'avant. Ouais. Disons que c'est lui qui a mis les gros paquets, c'est Ocon et Stroll, parce que quand même, ils ont sorti plus à l'arrière que Sainz et Ricardo dans la qualification. Stroll est sorti 10, je pense. Ouais. C'est ça. Il a fait un gros relais, mais je pense que Sainz, Ricardo, il pouvait pas parce qu'avec les médiums, il pouvait pas aller à presque plus que la moitié de la course. C'était pas faisable, simplement. Ouais. Il fallait qu'il s'arrête. Il n'y avait pas le choix d'arrêter. Ok, donc c'était juste, mais c'était probablement moi mes calculs qui étaient un petit peu erronés aussi, mais bon, comme Marc-André l'a dit, on va laisser la poussière retomber en dessous du tapis, alors on va passer à Abu Dhabi. On va parler de Mercedes, parce que moi, il y a quelque chose... Au-delà de la belle performance de Russell et de la contre-performance de Bottas, il y a quelque chose qui m'a vraiment énervé au cours de la fin de semaine. George Russell, c'était sa première course chez Mercedes. Et là, au vu des performances, déjà après la première séance, tout le monde voulait mettre Valtteri Bottas dehors pour 2021. Sur Internet, je voyais tous les commentaires du genre « Ah, finalement, ça prouve que c'est la voiture qui fait tout, c'est pas Hamilton, que Bottas, c'est une fraude. » D'abord, on se calme, ce sont les essais. Et en plus de cela, parce que Russell a fait une meilleure course que Bottas, malgré toutes les situations qu'il y a eu, et les bottes, les réglages des volants et tout, tout le monde veut mettre Bottas chez Williams l'année prochaine et mettre Russell aux côtés de Lewis Hamilton. Tout le monde se dit déjà, même pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, laissez Lewis Hamilton de côté. Ce qui est compréhensible parce qu'il faut qu'il passe ses tests négatifs et tout. Je peux comprendre, mais attendons d'abord de voir si Hamilton va bien et que tout va pour le mieux avant de confirmer George Russell. Alors, moi, c'est ça qui m'a énervé parce que tout le monde veut mettre Bottas à la poubelle juste parce que Russell, en un seul Grand Prix, Russell a démontré d'abord son potentiel, ce qu'on savait déjà parce que dans les catégories juniors, il a été excellent. Alors, moi, c'est ça qui m'a énervé parce que c'est ça le problème, en fait, avec les internets. C'est qu'on s'enflamme pour rien, en fait. Pour rien. Quand quelqu'un fait une magnifique performance, on le voit déjà au sommet. On le voit déjà dans un autre volant meilleur que cela. Même The Race a fait une vidéo sur est-ce que Mercedes devrait considérer Russell à la place de Bottas pour 2021. Alors, c'est ça qui m'a vraiment énervé avec toute la belle performance de George Russell, en fait. Ouais, je dirais que de toute façon, le seul pilote qui est déjà confirmé chez Mercedes, c'est Bottas pour l'année prochaine. Et que oui, il pouvait le virer, mais il faut qu'il paye le prix. C'est ça. Parce que je ne pense pas que Mercedes il va faire ça, parce que la seule équipe que je connais qui est capable de faire ça, c'est Ferrari, de payer le prix pour changer de pilote. Mais oui, mais il l'a fait déjà plusieurs fois. Il l'a fait avec Kimi. Quand il est rentré à Alonso, il y avait un contrat, il payait l'année de Kimi, il était dehors parce qu'il rentrait un autre pilote, c'est ça. C'est ça. Et Mercedes, je ne pense pas qu'ils vont faire ça parce qu'il était déjà confirmé aussi que Bottas, c'est pour l'année prochaine. Le seul pilote qui n'est pas confirmé, c'est Hamilton, parce qu'il y a des gros
négociation parce que tout le monde dit oui, il mérite les prix, mais en même temps, Mercedes, il veut baisser les prix. C'est plutôt sur ça que je me concentrais parce que le monde disait, mais regarde, il a fait une belle performance, je sais que Mercedes, maintenant, il peut dire, on peut quand même laisser Bottas l'expérience et Russell et quand même fait le travail si on lui donne une bonne voiture parce que oui, Hamilton il est très bon, il fait un bel travail, toutes les records y ont été faits, mais aussi on peut dire que dans les motosports, on ne peut pas laisser dehors la voiture, c'est la voiture qui ça s'appelle motor sport. Et que oui, on a besoin del pilote, mais lui, il ne va pas gagner s'il n'y a pas une bonne voiture. Ouais. Et que oui, la voiture est très bonne. Oui, Max Verstappen a dit qu'avec sa voiture, peut-être 90% des pilotes pouvaient faire une belle performance. Et on l'a vu que Russell y a fait une belle performance. Oui, lui, il a les talents, mais même s'il était tout parfait à sa taille, il a quand même réussi à faire une belle performance. Ça l'élève à Hamilton, c'est sûr, mais on peut dire qu'avec l'aide d'une bonne équipe et d'une bonne voiture, on peut voir de belles performances aussi. Mais je ne pense pas que les Bottas n'aient pas gagné, même s'ils font des blagues et tout, mais oui, ils peuvent les mettre dehors, mais je ne crois pas que Mercedes est prêt à payer les prix non plus. Non, parce que Russell, ça ne serait pas à Bottas. Il ne va pas aider Hamilton. Non, ça c'est Il clair. ne va pas faire le travail et il va juste essayer de gagner. Aïe, aïe, aïe. Si ça arrive, ben, ça va être le pire cauchemar de Mercedes, avoir Hamilton, Rosberg, prise 2. Puis oui, bon, les fans voudraient avoir ça. Mais pourquoi Mercedes il va payer le gros prix juste pour avoir la chicane? Dans ce cas-là, mais reste avec Russell et Bottas. Ouais, mais le truc aussi, c'est que peut-être les gens ne le réalisent pas autant, mais Hamilton, Rosberg, ça a vraiment foutu la merde dans l'équipe, là. C'était... La rivalité était toxique à un point où même et ça c'est Toto Wolff qui l'a dit de sa propre bouche aussi, que c'était toxique à un point où parfois là c'était inconfortable de travailler parce que autant un voulait tant, l'autre voulait autre chose pour lui, alors c'était un peu il se tiraillait, puis au final ben il y a eu le cas d'Espagne 2016. Alors, les gens pensent que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bottas ne sera jamais Nico Rosberg, comme Nico Rosberg ne sera jamais Valtteri Bottas. Alors, Mercedes a pris la décision de signer Valtteri Bottas justement pour éviter d'avoir... signé la paix. Exactement, pour avoir la paix. Et moi, je vois vraiment, ça va être Dauphiné. Puis c'est ça, puis ça rapporte parce que maintenant, l'attitude, ben, l'ambiance est meilleure, a été même meilleure que entre 2014 et 2016. Et même si Bottas ne gagne pas autant de Grands Prix que Nico Rosberg, il fait le travail, il arrive à amener des points pour Mercedes pour gagner le titre des constructeurs, ce qu'il ne faut pas oublier. Vas-y, Marc-André. C'est très drôle parce que avant que vous parliez, à chaque fois que vous disiez quelque chose, j'étais un peu au contraire de vous. Je vais commencer par le point numéro 1. Je pense vraiment que la performance de Russell, pour moi, m'a confirmé ce que je dis depuis un an. Russell est prêt à être dans le baquet de Mercedes. C'est un jeune pilote qui est dans la même catégorie de talent que Verstappen, Leclerc, et tu dois lui donner la voiture pour qu'il s'améliore et qu'il
continue sa progression à la place de l'abaisser et de ne pas lui offrir la chance. Ensuite, pour moi, ce n'est pas la contre-performance de Bottas qui m'a dérangé, c'est tout simplement que je pense que Russell est à une étape où il a 22 ans. Il n'est pas à la même place non plus que Hamilton dans sa carrière. Et moi, je vois un jeune pilote qui est talentueux, qui est prêt à tout pour gagner. On l'a vu dans les dernières compétitions, dans les championnats antérieurs, dans la F2, dans la F3. Mais c'est surtout un pilote qui est prêt à apprendre du meilleur. Et moi, c'est vraiment là où je vois l'opportunité de Mercedes de faire un duo choc avec un pilote qui nous a montré qu'il était capable de tenir la voiture, qui était capable de lui donner une bonne performance, malgré tout ce qu'on peut donner comme fleur à la Mercedes. C'est une belle voiture, c'est une voiture qui est rapide et tout. Mais il nous a montré en plus, avec l'inconfort d'une chaussure trop grande, qui était capable de prendre cette Mercedes et d'en faire quelque chose d'excellent, d'aller à 26 centièmes un millième de seconde de Bottas. Alors, tout ça, pour moi, fait en sorte que depuis un an, je répète que moi, j'aurais pas signé Bottas. Pour moi, ça avait été la fin pour Bottas. Tu amènes Russell. Maintenant, ils ont décidé de signer Bottas et c'est pour ça que je viens à l'évidence qu'ils ne feront pas de changement parce que ça serait très coûteux. Ça dérangerait probablement l'énergie dans l'équipe. Mais moi, je vois plutôt un duo Hamilton-Russell comme étant une bonne chose pour Mercedes parce que je pense pas que c'est Russell qui dérangerait tant que ça Hamilton parce qu'ils ne sont, comme je disais tantôt, ils ne sont pas au même endroit dans leur carrière. Hamilton est un septuple champion. Il s'en va vers son 8e. Russell est un jeune pilote qui veut apprendre. Et pour moi, c'est d'attendre avant de mettre Russell dans la Mercedes, c'est tout simplement de lui enlever des années d'expérience qui est crucial. De côtoyer un champion comme Hamilton peut être très bon pour Russell, alors que là, avec Latifi, à part le dominer, il peut rien apprendre de ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça ce qu'on disait en Ferrari, mais ouais, c'est bien parce que Leclerc c'est un nouvel, il va prendre, c'est un. Mais Charles Leclerc a un gros caractère. Charles Leclerc a un gros caractère, alors que Russell est un type qui s'adapte. C'est un type qui s'adapte, qui respecte ses coéquipiers. En tout cas, dans les championnats antérieurs, malgré la domination qu'il pouvait avoir, il avait un grand respect envers ses coéquipiers. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeune qui veut beaucoup plus apprendre que de gagner pour l'instant, alors que Charles Leclerc, ce qu'il voulait, c'était enlever la place à Vettel. On ne peut se permettre de... On ne sait pas parce que quand même, Russell il était dépassé pour les événements de la façon comme lui a réagi, mais oui, il a raison, mais quand même, c'était pas très professionnel, dirais je. Je dirais que c'était pas comme... Oui, c'est là qu'on voit l'expérience de qu'est-ce que tu veux. Tous les pilotes disent, ça me dérange pas être 12e jusqu'à ce que ça arrive. Ouais. Mais en même temps, on peut se demander... Bottas a beaucoup plus à gagner en ce moment en compétitionnant contre Hamilton. Et justement, là, on dirait qu'on débat sur quelque chose qui touche un peu la controverse, mais justement, en regardant la situation de Bottas, moi, je me dis c'est un pilote, justement, très gentil. C'est comme un petit toutou en ce moment. Mais non, mais parce que c'est pas sa place. C'est juste le 12e pilote. Il fait son travail quand même. Il fait pour qu'il... L'équipe le paye pour ça. Il fait son travail. Il tient la 12e place. Et l'équipe est champion. Et lui, on dit qu'il n'est pas très bon, mais quand même, il y a quelques victoires. Ah, c'est un excellent pilote, ça. Je peux pas te l'enlever. Cependant, je trouve que en signant Russell, tu fais un 2-1. Tu donnes de l'expérience à un pilote et tu t'offres la chance de gagner le championnat du monde encore parce que en ce moment, on ne sait pas, mais en ce moment, tu as un pilote en Hamilton qui est capable de régler les problèmes, qui est capable de boucher les trous, comme on dit. Est-ce qu'il va être là encore longtemps, Hamilton? Est-ce qu'il va être on parle d'une possible retraite très bientôt.
est-ce que tu vas vraiment vouloir mettre Russell à la place d'un premier pilote lors de ses premières années? Moi, c'est vraiment là que je me questionne à l'idée de savoir que je trouve que 2021 est la saison parfaite pour faire entrer Russell dans la Mercedes pour les raisons que c'est pas encore les nouvelles règles de voiture et tout ça, les nouvelles réglementations. Je trouve que c'est comme je cherche le terme, là, une année de transition. De transition, exactement. Ouais. Tu offres la chance à Russell de prendre ses aises dans la Mercedes, d'apprendre d'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et parce qu'avec Bottas, je trouve qu'on a fait le tour, mais c'est un débat qui reste toujours ouvert. Mais... Non, c'est ça. Barrichello aussi a fait le tour, il était très confortable là. Ouais, Barrichello, ça c'est autre. Ça, Barrichello, c'est autre chose parce que ça c'était. Oui, aussi il a fait ses victoires, il était confortable, il était le 12e. Ouais. Non, c'est ça, je veux dire. Bon, Barrichello, c'était le bon adjudant à Schumacher aussi, donc je pense pas que. Bon, personnellement, je pense pas que Bottas c'est un Barrichello en fait, parce que. Ouais. C'est pas moi, mais... Ouais. Enfin, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre, en fait, de savoir si Bottas, ça c'est un autre débat. Mais je pense que on s'est peut-être un peu trop enflammé. Si jamais, bon, si jamais Hamilton n'était pas en mesure d'être présent à Abu Dhabi et que, bon, Mercedes était capable de fournir tout le matériel, le bon matériel à Russell, là, et qui fait la même performance, là, on peut dire que si j'ai advenant de quoi que ce soit, là, il pourra aller en 2021. Non, mais regarde, il faut se mettre dans la tête que ça va pas changer. Si Russell y a encore la place de Hamilton, il va rentrer dans la même voiture. Il était fait le châssis, il ne peut pas te modifier comme ça. C'est le châssis qui est fait à la taille de Hamilton. C'est ça que il va avoir la même situation qu'Iwasaki. Ouais, Russell qui va faire le Grand Prix parce qu'on ne parle pas de petits changements. Ouais, et surtout sur un circuit un peu plus long aussi. Oui, tous les matériels, il faut penser que tous les matériels, il est déjà là, les châssis, il est déjà là, toutes les choses, ça ne change pas. On ne peut pas changer des choses dans une semaine dans la fabrique parce que on ne peut pas le faire. C'est juste que la voiture il était faite, ça y est, de faire un peu plus grand, ça va changer toutes les... ça va changer tout ce qui est la voiture. Et que Russell, il faut qu'il fasse avec. Si il a encore fait Abu Dhabi avec la Mercedes, c'est sûr que Bando, il est fait à la taille, il était mieux. Mais lui, il n'est pas choisi parce qu'il veut comme donner la chance à Russell, mais lui, oui, il serait mieux dans la voiture de Hamilton. Ouais. Mais Mercedes, il n'y a rien à gagner ou à perdre, fait qu'ils vont mettre à Russell peut-être parce qu'en plus, avec tout ce qu'on fait dans la dernière course, il faut qu'il ne serait pas. Ouais. Dernier mot, Marc-André, sur le Mercedes? Le simple fait que, puis je ne crois vraiment pas que Mercedes va donner le volant à Russell parce avec les expériences antérieures et leur jeune pilote, ça n'a jamais été un grand succès. Mercedes ne respecte pas beaucoup leur jeune pilote, de leur filière, mais le simple fait d'avoir donné la chance à Russell d'être dans la Mercedes, je pense que c'est peut-être un certain signe, parce que Mercedes aurait pu régler beaucoup de problèmes et beaucoup de tracas en seulement donnant le volant à Van Dorn. Tu dis, regarde, Van Dorn, prends les clés. On n'aura pas besoin de s'expliquer si Russell réussit à tenir Bottas. Alors, en donnant le volant à Bottas, il acceptait, Mercedes acceptait notamment de devoir expliquer ou du moins
laisser les gens débattre sur un potentiel arrivée de Russell dans la Mercedes. Mais écoute, j'ai hâte de voir, mais je pense vraiment pas que ça va arriver en raison que c'est Mercedes qui a les droits de Russell. Ouais, exactement. Donc, on verra ce que ça va donner. Bon, évidemment, on va souhaiter à Lewis Hamilton un prompt rétablissement et qu'il soit assez en forme pour participer au Grand Prix d'Abu Dhabi. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, ben, au moins on aura George Russell qui pourra voyons, c'est comment. Au moins, il aura la chance de se reprendre, exactement. On a parlé de Charles Leclerc, ben, c'était justement mon dernier sujet avant qu'on parle un petit peu de Formule 2, parce que Charles Leclerc a fait ceci. Ouais, il a yeeté Sergio Perez, et c'est devenu, ben, c'est pas la première fois que ça arrive. La semaine d'avant au Bahreïn avec Sébastien Vettel, au Grand Prix de Russie avec Lance Stroll et au Grand Prix de Styrie avec Sébastien Vettel. C'est devenu une habitude cette année, on dirait, que de voir Leclerc... Mais l'année passée aussi. L'année passée aussi, mais... C'est juste que l'année passée, il touchait juste Vettel. Ouais, mais le truc, c'est que... wow. Insensible. Wow. Bam, bam, bam. Mais en fait, le truc, c'est que cette fois-ci, c'est au vrai. premier tour. C'est au premier tour, cette fois-ci, qui fait ça. Parce que ça, en Styrie, c'était un accrochage avec Vettel. En Russie, ben, je l'ai dit, avec l'accrochage au premier tour avec Stroll. Vous trouvez pas que Leclerc est un peu trop devrait calmer un peu son agressivité, parce que là, cette fois-ci, il s'est fait prendre par la FIA. Il lui a donné une pénalité de 3 places pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que il s'en est sorti en Russie, quoique je pense encore que c'est un accident de course. Il a été chanceux de ne pas accrocher Sébastien Vettel. Et là, il l'a fait en Styrie, par contre. Alors, vous pensez pas que Charles Leclerc devrait y aller un peu mollo? Je pense qu'il faut être patient quand même. Tu sais, on oublie peut-être que Charles Leclerc est encore un jeune pilote avec peu d'expérience, malgré l'expérience qu'il a acquis en prenant le volant de Vettel. Là. Mais c'est tout de même un jeune pilote, mais malgré tout, c'est sûr qu'il y a une certaine agressivité qui est notable, puis qui est quand même important de mentionner. Mais en même temps, on se dit la même chose de Verstappen dans ses jeunes années et tout ça. Donc, je pense que ce sont des pilotes qui veulent tellement gagner, qui veulent tellement aller chercher la position de plus, que des fois, ils ambitionnent peut-être un peu trop. Mais j'ai hâte d'avoir l'opinion d'Anna-Maria sur ça. Disons que de la façon que je le vois, c'est que c'est un pilote qui a eu trop la chance. Pourquoi? Parce que quand il s'est commencé en Ferrari, il s'est accroché. Vraiment, c'était pas une blague. Il s'est accroché avec Vettel. Fait que il y a trop la sympathie du monde qui était content de que lui arrive à Ferrari, de que lui se battre avec Vettel, de que Vettel n'ait pas fait de bonnes performances. Que à chaque fois, mais disons que si tu es touché pour ton coéquipier, mais l'équipe non plus, il va pas pousser à la faute, à faire à se faire pénaliser non plus. Et en plus de la façon que Vettel y est traité dans l'équipe, on peut pas s'attendre à rien. C'est ça. Je dis que lui a eu trop la chance à chaque fois qu'il fait une erreur, il s'excuse, il dit que lui, il est stupide, mais il arrête d'être stupide parce que maintenant, il touche les autres pilotes. C'est là que il y a moins la sympathie parce que Racing Point, il va se plaindre. Tu viens de sortir son pilote, c'est ton erreur, fait qu'il faut payer le prix. Aussi, le Grand Prix passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il presque touche à Vettel, touche un petit peu Vettel. Vettel, il est fini pour se retrouver presque accroché à Stroll aussi. Ouais. Fait que ça, c'est des choses qui ne sont pas correctes. Lui, c'est de ça que je parlais la dernière course. Il parle il faut faire attention, les dangers, les sécurités, oui, la loi est là, mais
quand toi, tu veux gagner des places, tu fais pas attention. Mhm. Oui, Tu fais pas attention et on oublie, dans ces Grands Prix, les grands oubliés, c'est Max Verstappen. Oui. Il s'est excusé, peut-être il était allé voir Pérez, il s'est excusé. Pourquoi? Parce qu'il a eu la victoire quand même, il n'est pas trop fâché, il est content, et tout le monde prend ça comme oui, c'est bien, il s'excuse, mais fais pas la gaffe. Comme ça, tu ne vas pas t'excuser. Et en plus, est-ce qu'il s'est excusé avec Max Verstappen? On sait pas. C'est lui Probablement. parce que lui, pour premier, Max, maintenant, il a la tête, il essaye de faire bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'éviter les accrochages aussi. C'était inévitable, vraiment, on l'a vu, il a tout fait pour l'éviter. Il a tout fait pour les éviter. Et lui, il est fini dans les murs juste pour les éviter. Ouais. Puis, je pense qu'il est important de mentionner aussi, si je comparais Verstappen un peu à Leclerc tantôt, mais au contraire, je pense qu'Anna Maria a touché un point important. Leclerc, pour l'instant, et je pense que pour le reste de sa carrière, il va réussir à avoir la sympathie des fans et des experts, alors que Max l'a eu très dur en début de carrière, avec plusieurs critiques très dures de plusieurs champions du monde, de tout plein d'années différentes. Et ça lui a fait un petit réveil. Ça a réveillé un petit quelque chose chez Max pour lui dire, OK, regarde, c'est peut-être le temps de maturer un peu et de prendre un certain contrôle en soi pour justement passer à une autre étape dans sa carrière. Alors que Leclerc, j'ai l'impression que ce réveil-là, il ne l'aura jamais parce que les fans ne le critiqueront pas assez. Non, il n'est même pas critiqué. Il va rester sur un nuage, j'ai l'impression. Oui, parce que regarde, il fait ça, il n'est même pas mentionné, personne parle de lui, hein. Personne, tout le monde se moque de Stroll, tout le monde se moque de Latifi, de n'importe qui, mais personne il parle de Leclerc. C'est ça qui se passe, personne il parle de lui, et toujours les fans, qu'est-ce qui s'est resté dans les derniers Grands Prix? Oh, il s'est excusé avec Pérez, c'est très bien, ok, il a fait un gaffe. Il vient de se faire mettre 3 places pour l'erreur. Et j'espère qu'il va prendre. Et j'espère que la FIA va continuer à faire la même chose. Pourquoi? Parce que des pilotes comme ça, ils se sortent toujours avec des j'étais stupide, c'est ma faute. Mais non, regarde, quand quelqu'un se fait mal pour ta faute, tu vas te réveiller. Et qu'est-ce qui attend la FIA? Que quelqu'un se fasse mal pour sa faute. Ouais, mais si je peux intervenir aussi, oui, c'est vrai que Marc-André t'a parlé de Verstappen, puis je pense aussi que c'est un déclic. J'espère que cette fois-ci, là, il a été pénalisé parce que je pense dans tous les cas d'accrochage où il s'en est sorti. J'espère que dans celui-là, ça va être la pénalité de 3 places qui va le faire réfléchir. Parce que là, cette fois-ci, il s'en est tiré parce que il y a eu des comment je dirais ça, des preuves comme quoi, bon, il n'était pas responsable, mais quand même, on ne gagne pas un Grand Prix dès le premier tour, sauf si tu t'appelles Mercedes. Mais je suis tout à fait Hamilton. aussi. Mais le truc aussi, c'est que l'année prochaine, Leclerc va être le numéro 1. Leclerc sera le pilote numéro 1, étant donné que Carlos Sainz va arriver chez Ferrari. Alors, là, ça va être le moment de voir si... Et je pense pas qu'il y a eu de conflit avec Vettel, c'est juste quelques désaccords avec ce qui a été fait entre le Brésil l'année dernière, Styrie cette année, Bahreïn la dernière fois. Mais je pense que le fait d'avoir eu Sébastien Vettel comme coéquipier, un quadruple champion du monde, ça aussi, ça va être un énorme déclic pour lui, pour agir comme numéro 1 et être un peu plus mature dans ses choix, surtout au premier tour. Alors, parce que ce qu'il a fait lors des qualifications, là, son tour était
parfait, magistral. Incroyable. Et il a gâché cela en essayant de gagner au premier tour. Alors, c'est ce genre de truc qu'il faut qu'il évite de faire. Et tu parlais du petit déclic aussi, peut-être avec l'arrivée de Sainz. Moi, je pense que ça peut même potentiellement, et je parle peut-être sous mon chapeau, mais j'ai l'impression que Sainz pourrait beaucoup plus défier Leclerc qu'on peut penser. Alors, quelle sera et j'ai hâte de voir les résultats, mettons, d'essais hivernaux et du début de la saison, mais si jamais Carlos Sainz réussit, et je parle au conditionnel, s'il réussit à faire ça, est-ce que l'attitude de Leclerc va changer? Ouais. J'ai pas l'impression. Donc là, je suis vraiment dans le conditionnel. Là. Je l'avoue parce que honnêtement, je pense pas que Carlos Sainz va avoir des résultats immédiats avec Ferrari. Mais tout de même, je laisse la question quand même ouverte. Ça qui me préoccupe le plus, c'est l'équipe. Qu'est-ce qui va faire l'équipe? Parce que c'est juste que Sainz, il n'a pas l'air trop agressif, il a l'air tranquille, mais c'est dangereux. Parce que lui, il est bien centré, il a la tête, il a comme, lui, il est comme un pilote d'expérience, il fait très attention, fait qu'il ne se mêle pas de problèmes non plus. Mm-hmm. Fait que dans ce cas-là, Leclerc qui est trop agressif, il se laisse emporter et tout, mais ça non. Ouais. C'est vrai. Ça va jouer, mais Vettel aussi était enflammé, mais Sainz, je pense que, c'est pas, peut-être il va le faire réveiller un petit peu plus. C'est ça. On verra si en 2021 si ça va se produire. C'est sûr que... en fait, c'est sûr qu'on va essayer de se baser sur ce qu'on a dit pour faire nos différences. Donc, là, on a fait le tour du Grand Prix de Sakhir. Juste un dernier point, en fait, très très rapidement. Mick Schumacher a été sacré champion de Formule 2. Alors, ça a été difficile. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Il devait être champion, mais il l'a presque échappé. Heureusement, à cause des erreurs. Donc, ça, c'est réglé. Il est maintenant le nouveau champion de la saison 2020. Et il y a Yuki Tsunoda qui parvient à terminer 3e au classement des pilotes de la saison 2020. Et avec cela, il obtient les points suffisants pour obtenir la super licence, pour avoir le volant chez AlphaTauri l'année prochaine. Ce qui veut dire que malheureusement, ce sera Daniel Kvyat qui prend le et potentiellement Albon qui va payer parce que Red Bull pas officiellement, mais je pense que c'est clair dans leur tête qu'Albon ne serait pas le pilote chez Toro Rosso. Alors, c'est Red Bull ou non. Donc, je pense que tout ce que Tsunoda avait à faire cette année, c'est jouer. Il a réussi à obtenir cette 3e position et obtenir assez de points sur sa super licence pour obtenir le baquet qu'il conduira lors des essais libres à Abu Dhabi. Donc, j'ai hâte de voir, honnêtement. C'est un jeune pilote qui est intriguant. C'est un jeune pilote qui est plein d'espoir aussi pour une nation complète. Alors, on espère que l'expérience sera profitable pour lui. Oui, exactement. J'ai hâte de le voir parce que il nous a montré beaucoup de choses cette année. Alors, on va voir s'il va être aussi bon comme il a appris à maîtriser une Formule 2 quand il va maîtriser une Formule 1. Si, évidemment, en attendant l'officialisation, en fait, comme quoi il sera le coéquipier de Pierre Gasly l'année prochaine. Un dernier point, Anna-Maria, sur Yuki Tsunoda? Je pense que tout est dit. On s'attendait à que lui réussisse à avoir les points. Il a bien fait pendant la dernière course. Lui, il a réussi, fait qu'on s'attend à ça. Et en plus, il va faire les tests des gens avec
avec Alonso. Ouais, avec un jeune Fernando Alonso, un jeune Alonso Junior. Avec Alonso Junior, Kubica et Buemi, qui n'ont certainement même pas 30 ans encore, alors on se parle. Eh ben. La FIA et les tournures de règlement. Bref. Oui. C'est ce qui complète l'épisode numéro 65 du Bulletin F1. It's time to go! Alors, oui, il ne reste plus qu'un épisode pour la saison 2020, mais évidemment, on aura aussi la revue de la saison 2020 de Formule 1 qui sera diffusée le 30 décembre avec Marc-André, Anna Maria et Jean-Sébastien Barbeau qui n'était pas présent aujourd'hui, mais qu'on salue évidemment. Cet épisode du Bulletin F1 se retrouvera sur notre site bulletinf1.com où vous pouvez lire les chroniques, les bulletins de notes et les avant-courses avant ou après chaque Grand Prix. Et vous pouvez aussi retrouver tous nos anciens épisodes. Donc, on parle on revient sur les Grands Prix comme on le fait en ce moment. Il y a même, vous pouvez même visiter Histoire de F1 aussi, la balado qui revient sur des moments inusités et ou historiques sur la Formule 1. Puis je suis en train d'en préparer un autre sur un pilote que j'aimerais bien en parler en fait. Ça va sortir en 2021. Oui. Alors, l'épisode, le podcast est disponible sur Balado Québec, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Alors, Marc-André, Anna Maria, merci à vous. Oups. Merci à toi encore une fois, Abdou. Merci à toi, Abdou. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Ah ben oui, c'est un sentiment partagé. Et il ne nous reste plus qu'un Grand Prix à parler. C'est celui d'Abu Dhabi. Puis, s'il vous plaît, ne faites pas de sieste. Alors, et ensuite, on aura la revue de l'année 2020 qui aura été, ma foi, à l'image de l'année qu'on a eue. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1 et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Grand Prix de la saison.